Bonjour tout le monde. Notre sujet d'aujourd'hui est un focus sur l'enseignement au Maroc. Sincèrement, avant de faire cette vidéo, je me suis posé plusieurs fois la question si je suis habilité à aborder ce sujet. Mais puisque c'est un sujet qui concerne tout le monde, je me suis décidé de porter une humble contribution à ce grand débat national. Si on commence par les indicateurs de la dernière enquête internationale de 2016, on trouve que 64% des élèves marocains n'acquièrent pas les bases de lecture et d'écriture à la fin de leurs études primaires. Et 75% de moins de 15 ans n'acquièrent pas les qualifications requises, ce qui montre que le plus dur a été porté à notre enseignement de base. Cet indicateur, par ailleurs, est incompatible avec le taux de réussite qui atteint ou qui dépasse les 90%, ce qui montre déjà que l'objectif de notre enseignement est loin d'être la fabrication des cerveaux ou de l'intelligence. Si on pose la question comment on est arrivé là, sachant que notre enseignement d'avant les années 80 était beaucoup mieux, l'accusé principal ne peut être que les réformes portées à notre enseignement depuis cette période. Pour analyser la situation, il convient de répondre à 3 questions principales, à savoir qu'est-ce qu'on enseigne, qui enseigne et où est-ce qu'on enseigne. Et moi, je ne suis pas le genre qui donne trop d'importance à ce 3e point qui touche au cadre et à l'environnement de l'enseignement, car dans les réformes précédentes, notamment dans le programme d'urgence, le Maroc a dépensé beaucoup pour remplacer les classes préfabriquées par les classes construites, pour remplacer les tableaux noirs par des tableaux à marqueurs, construire des cantines, développer des écoles communautaires, fournir du transport, et tout ceci n'a nullement amélioré le niveau intellectuel de nos élèves ni la crédibilité de notre baccalauréat ou de notre master. Et d'ailleurs, les Marocains attendent toujours les actions qui seront prises à l'encontre de ceux qui ont évaporisé les 43 milliards dans le cadre du programme d'urgence sans aucun résultat concret. Donc je considère que l'importance doit être focalisée sur les 2 premières questions qui sont tout d'abord qu'est-ce qu'on enseigne? Cette question qui touche au programme scolaire. Si on essaye de feuilleter les manuels scolaires d'avant les réformes, on constate qu'ils sont caractérisés par ce qu'on appelle l'approche alphabétique. Cette approche qui était caractérisée par sa simplicité et par la synchronisation et l'articulation des leçons. Cette synchronisation était très importante pour assurer le cumul du savoir. Ceci, on ne le trouve pas dans la nouvelle approche appelée approche contextuelle, qui était vraiment catastrophique. Car on a oublié que le cerveau du petit garçon ne capte que les éléments simples et élémentaires, et il n'est pas encore conditionné pour distinguer une chose et son contexte. Le 2e problème, c'est la surcharge des programmes. En partant du principe que l'enfant peut capter une centaine d'informations par jour, nos pédagogues croyaient bien faire de surcharger les programmes, en oubliant que le cerveau humain a ses limites
une fois dépassé, il ne peut plus rien capter. Et l'élève finit par considérer que toutes les informations sont jetables. Par conséquent, on a oublié que trop d'informations tue l'information. Troisièmement, le projet de rendre effective l'obligation de scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans a fait que le taux de réussite ne s'applique plus sur des bases de mérite, mais par un taux fixé préalablement par le ministère de tutelle qui atteint généralement les 90% et qui touche même les élèves ayant un niveau médiocre pour le seul souci de libérer les places pour les nouveaux enregistrés. Ce même projet aurait pu être traité autrement en appliquant la réussite sur des bases de mérite et donner une seconde chance aux élèves qui multiplient le redoublement à travers l'éducation non formelle, après quoi ils peuvent rejoindre l'école formelle après avoir réussi l'examen régional ou national de fin de cycle. Comme ça, on arrête de transférer progressivement la médiocrité d'un niveau à un autre et pousser les élèves brillants à rivaliser entre eux. Ceci n'a pas été tenu en compte dans le programme d'urgence, comme vous voyez ici, quand il a essayé de combiner deux objectifs incompatibles. Vous ne pouvez pas appliquer un taux de réussite exagéré pour rendre effective l'obligation de scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans et espérer avoir de l'excellence au lycée. Quatrièmement, il y a l'arabisation, notamment des matières scientifiques, qui a donné un coup fatal à notre enseignement, car elle a déconnecté nos étudiants du monde de la science et du savoir, et a même constitué une contrainte pour nos étudiants qui veulent poursuivre leurs études à l'étranger. Vous allez me dire que le français n'est plus une langue de sciences au XXIe siècle. C'est vrai, mais l'arabe aussi ne l'est plus depuis la chute de la civilisation arabo-musulmane en Andalousie au XVe siècle. De plus, si on avait conservé la place du français dans notre enseignement, le passage à l'anglais aurait pu être plus facile. D'un autre côté, en arabisant notre enseignement, nous avons donné un avantage aux Mashriq pour nous traduire en arabe ce qu'ils ont étudié en anglais. Alors normalement, c'est le Maroc qui est bien placé pour jouer ce rôle. Cinquièmement, il y a la répartition des matières enseignées. Beaucoup se demandent à quoi ça sert de généraliser par exemple la grammaire arabe à tous les niveaux et avec des coefficients élevés, sachant que quasiment aucun métier ne vous demande d'utiliser النعت البدل العطف مستثنى منادى فعل مفعول به مفعول مطلق المفعول مع tout ceci n'est-il pas une perte de temps? N'y a-t-il pas d'autres matières qui méritent d'être généralisées telles que l'entrepreneuriat, le trading, l'informatique, les nouvelles technologies ou même la législation? La réponse, je la laisse aux gens spécialisés en la matière. Passons maintenant à la deuxième question majeure. Qui enseigne? Les spécialistes disent que le niveau de l'enseignement d'un pays
ne peut jamais être supérieur au niveau de ses enseignants. D'où la place importante de cet élément humain au cœur du système éducatif. Et sans vouloir généraliser, car il y a vraiment des enseignants qui sont très compétents et qui vous marquent toute la vie, certains incombent la faiblesse des rendements de nos enseignants à la faiblesse des salaires. Ceci n'est pas toujours vrai, car un enseignant qui n'a pas de bagage ne peut en aucun cas vous donner plus que l'on a, même si vous essayez de lui doubler le salaire. Car le rendement touche à d'autres facteurs tels que la politique de recrutement et de formation. Le Maroc a commis beaucoup d'erreurs dans ce domaine, soit à travers l'intégration directe des enseignants sans aucune formation pédagogique ou didactique, soit à travers le recrutement massif par contrat sans aucune vraie et sérieuse sélection. Et si, dans le futur, dans le cadre de la régionalisation, si le ministère délègue le pouvoir de recrutement au président des régions, ceci ouvrira les voies à des déviations, voire même à des corruptions. La formation est donc la clé de voûte pour augmenter le rendement des enseignants. Et si le recrutement doit obligatoirement être suivi par une formation dans des centres régionaux spécialisés pendant un minimum d'années, la formation continue n'est pas forcément conditionnée par la présence physique des participants. En invitant un certain nombre d'enseignants dans des centres de formation pour une période déterminée, en leur assurant le logement, la nourriture et les frais qui suivent, alors que de nos jours, il suffit de créer une plateforme sur Internet avec des cours obligatoires que l'enseignant doit achever dans une échéance déterminée. Ceci aidera à économiser des budgets et à effacer l'image négative qui dit que nos enseignants ne lisent plus un bouquin après leur titularisation. Pour conclure, il faut dire que notre système éducatif est malade, sérieusement malade. Et avec lui, l'avenir de notre pays est hypothéqué, à tel point qu'on a tous peur d'être un jour obligés d'importer tous nos cadres et tous nos médecins de l'extérieur. Et que le Maroc deviendra un pan de polystère, comme avait prévenu le feu Hassan II dans un discours. Écoutez-le. يفقد المغرب هذيك العبقريه ديالو الخاصه غادي يرجع جسر، غادي يرجع قنطره فقط تدوز عليه من جهه الى جهه الحضارات والعلوم والفنون، ولكن غادي يكون جسر نتاع ديك الماده اللي تعيطوا لها البوليستر. ما تشرب والو، باقي الجسر نتاع الحجر تيشرب الماء او تيشرب الزيت، حتى الا ما اكتسبهاش ودوزتي على الزيت الحجر على الزيت تتشربو، ولكن الماده نتاع البلاستيك ما تتشرب والو، تتكون ماده عريانه بدون شخصيه ولا روح. فاذا احنا بقينا هكذا غادي نصيروا جسر نتاع البلاستيك، ما يمكن اللي داز علينا او رجع علينا ما نكتسبوا منه ما يكتسب منه. Nous ne voulons pas en arriver là. Nous voulons un enseignement qui fabrique des cadres, des créateurs et des inventeurs. Certes, le Maroc d'aujourd'hui fabrique des voitures,
des avions, des pièces électroniques compliquées, mais tout ceci grâce seulement aux firmes qui s'installent au Maroc, dont le centre de décision se trouve ailleurs. Nous voulons un enseignement qui nous permet de passer de la notion fabriquée au Maroc à la notion fabriquée par les Marocains. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous trouvez ce contenu intéressant, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à partager et à commenter. Et pour plus de vidéos, tapez seulement Viens savoir. À la prochaine.